Sur les côtes de Dubaï se dresse fièrement l'un des bâtiments les plus extraordinaires de la planète. Avec ses 321 mètres de haut, il rivalise avec la Tour Eiffel. C'est l'hôtel le plus élevé sur Terre et peut-être le plus luxueux. Il est fait pour éblouir. Son nom signifie la Tour des Arabes. Voici le Burj Al Arab. Mais la réalisation de cette merveille du XXIe siècle a été un combat difficile qui a poussé chacun aux limites de ses possibilités. En novembre 1994, la construction de l'hôtel le plus grand et le plus luxueux de la planète commence. Dès le premier jour, la pression est au maximum. Personne ne veut décevoir le commanditaire d'un projet sur lequel le monde a les yeux braqués. Le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, est à l'origine de cet édifice spectaculaire. Il veut ainsi désamorcer la bombe à retardement économique qui menace son pays, comme l'explique son proche conseiller, le sultan bin Sulayem. Il sait qu'on n'aura plus de pétrole, que les réserves seront épuisées un jour ou l'autre, et alors il aura deux options. Prendre les devants et trouver une alternative pour soutenir l'économie de son pays, ou attendre de l'aide. Il y a 50 ans, Dubaï était encore le repère des chercheurs de perles, des marchands côtiers et des bédouins. Puis, dans les années 1960, les prospecteurs ont trouvé du pétrole. L'arrivée soudaine de milliards de pétrodollars transforme l'émirat. Mais les géologues prévoient que le boom pétrolier sera terminé d'ici 2016. Ainsi, la prospérité pourrait bien s'achever aussi vite qu'elle a commencé. Pour assurer sa survie économique, Dubaï doit tirer profit de sa géographie. Ce minuscule émirat, grand comme la moitié de la Corse, se trouve dans le golfe Persique. Mais il possède trois atouts majeurs. Le soleil, le sable et la mer. Pour éviter le marasme économique, le cheikh Mohammed prend une décision capitale. Faire de son pays l'une des destinations touristiques les plus sélectes au monde en attirant la riche clientèle du golfe Persique. Pour cela, le cheikh a besoin d'une pièce phare. Il mise sur un projet estimé à quelques centaines de millions d'euros, l'hôtel le plus grand, le plus luxueux et le seul au monde qui soit classé 7 étoiles, le Burj Al Arab. Il est très important de placer Dubaï sur la carte du monde. Il n'existe pas d'hôtel de ce genre. Il faut du courage, et le cheikh Mohammed n'en manque pas. Le courage du cheikh se manifeste dans le choix des architectes. Une équipe de jeunes Britanniques suffisamment audacieux pour relever le défi, mais sans grande expérience. Ils sont dirigés par l'architecte en chef, Tom Wright. L'âge moyen est de 32 ans. Pas de vieux parmi nous. Personne n'avait fait plus de 15 chantiers. J'étais bluffé par l'échelle et l'immensité du projet. Tom Wright et ses collègues ont la réputation d'innover, mais ils sont plus habitués aux écoles et cabinets d'architectes. Cependant, Dubaï est une ville où les relations sont décisives. Grâce à un contact haut placé, les jeunes Britanniques obtiennent un rendez-vous avec le cheikh Mohammed. Celui-ci est tellement impressionné par leurs idées qu'il leur attribue le contrat. Maintenant, Wright doit travailler sur ses esquisses pour faire de l'hôtel de Dubaï une référence internationale. Nous avons passé de nombreuses nuits blanches à nous demander si l'édifice que nous avions conçu serait vraiment spectaculaire. Wright sait qu'il doit donner le meilleur de lui-même. Un édifice n'entre dans la légende que si sa forme est simple, mais unique. On s'est dit que si on pouvait dessiner un bâtiment en quelques coups de crayon,
et que s'il était immédiatement identifiable, mais également représentatif du lieu où il se trouve, ici l'Égypte, il deviendrait automatiquement une référence. Des bâtiments de ce type, il n'en existe pas plus de 10 dans le monde. L'Opéra de Sydney en Australie. Ce sont généralement les premières lignes qui vous permettent de savoir où un édifice se trouve. Paris. Il faut mettre un drapeau dessus. Tom Wright et son équipe pourront-ils être à la hauteur de Gustave Eiffel? C'est le genre de défi qui ne se présente qu'une fois dans la vie. Après de longues journées de recherche, les architectes trouvent une idée de génie. On était assis autour d'une bière et on regardait un voilier sortir du club de voile de Dubaï. Un voilier, ça évoque l'aventure, l'excitation. Et on s'est dit, hé, mais voilà! Le bâtiment que nous avons dessiné est très simple puisqu'il ne se compose que de quelques lignes. On peut voir qu'il a tous les ingrédients pour entrer dans la légende. Il est simple et immédiatement reconnaissable. Le concept attise instantanément l'imagination du cheikh. Une voile qui se gonfle au vent a une signification profonde pour les habitants de Dubaï avec leur passé de marin. Pour compléter l'image nautique, Wright veut que l'hôtel émerge de l'eau comme un yacht géant. Mais pour cela, il faut construire le bâtiment sur une île. Or, il n'y en a pas. Wright ne baisse pas les bras pour autant. Il propose de créer une île spécialement pour l'hôtel, une première à Dubaï. Construire sur l'eau augmente les risques et les coûts. Wright pourra-t-il convaincre ses collègues de la faisabilité de ce projet audacieux? Je me souviens que je plaçais la voile sur la mer et que le reste de l'équipe la plaçait sur le rivage. Et nous avons tourné en rond comme ça pendant longtemps jusqu'à ce que le client finisse par dire « Non, nous construirons sur l'eau ». Le cheikh Mohammed est prêt à prendre le risque. L'hôtel verra le jour à 270 mètres de la côte. Personne n'a jamais bâti de gratte-ciel de cette taille sur une île artificielle. Cette structure de 321 mètres et de 250 000 tonnes devra résister au séisme et aux courants marins. Wright a gagné la première bataille. Le Burj se dressera sur la mer. Mais le temps et son refus du compromis vont obliger ses collaborateurs à se surpasser. Début 1995, on entame la première phase du chantier, construire une île. Mais les architectes inexpérimentés vont être confrontés au climat rude de Dubaï. Le 27 avril, une violente tempête appelée Chamal balaie le golfe Persique et s'abat sur le littoral. Plusieurs plateformes de construction se trouvent sur son passage. Chacune est chargée de 10 000 tonnes de pierre. Les architectes sont parés à toutes les conditions météorologiques, mais Simon Crisp restera marqué par la violence de la tempête. Des vagues de 3 à 4 mètres venaient s'écraser sur la plage. Et de voir ça, ça nous a vraiment alertés. Une énorme plateforme se détache et vient s'écraser sur la terre ferme. L'équipe comprend qu'une tempête comme celle-ci pourrait infliger d'énormes dégâts à leur hôtel. Nous avions là un exemple parfait de la violence du golfe Persique. Le fait d'exposer ainsi l'édifice pourrait être lourd de conséquences. Les ingénieurs devront se démener pour construire une île capable de résister à la violence de la nature. Cinq mois après le top départ, la construction de l'île qui abritera l'hôtel le plus haut du monde en est à une phase cruciale. Le cheikh Mohammed de Dubaï mise sur ce projet pour reconvertir son pays producteur de pétrole en destination touristique haut de gamme.
Mais un débat fait rage sur la hauteur de l'île. L'architecte Tom Wright souhaite qu'elle soit basse, pour donner l'impression qu'une voile surgit de l'eau. Nous avons longuement débattu sur la hauteur de l'île. Pour des raisons esthétiques, je voulais qu'elle soit proche du niveau de l'eau. Dès le départ, il s'oppose à l'ingénieur Mike McNicholas, responsable de la sécurité de l'île. Tom voulait que l'île soit aussi basse que possible, au ras de l'eau. Et moi, je pensais surtout à la protéger. McNicholas craint par-dessus tout que les vagues endommagent l'hôtel, voire entraînent des clients vers la mer. À l'origine, les ingénieurs voulaient construire l'île en pierre. Le matériau est disponible dans la région et la technique est prouvée. Mais Wright rejette cette idée. Une île en pierre devrait être bien trop grande pour résister aux flots. McNicholas teste de tout nouveaux blocs de béton conçus pour réduire l'impact des vagues. Dans le Golfe, personne n'en a encore jamais utilisé. J'ai dû insister pour qu'on fasse un test. C'était le seul moyen de savoir si l'île serait sûre. Ces tests reproduisent la force des plus grosses vagues qui peuvent survenir une fois tous les 100 ans et les projettent contre différentes maquettes. Après 3 semaines de tests, les blocs sont jugés fiables. On construit des versants en pierre que l'on consolide ensuite avec du béton pour absorber la force des vagues. Ces blocs fonctionnent comme une éponge. Quand une vague vient s'écraser, l'eau pénètre à l'intérieur et tourne sur elle-même. La pression est ainsi atténuée. Avec l'aide des ingénieurs, l'architecte Tom Wright a pu créer une île qui se dresse à seulement 7,5 mètres au-dessus des flots. On attaque maintenant la deuxième phase du chantier. Au centre de l'île, on enfonce d'énormes barres métalliques à 20 mètres dans le sol. Cela crée un mur d'acier triangulaire, un caisson étanche qui formera l'extérieur du sous-sol de l'hôtel une fois que le sable aura été retiré. Mais cette dernière opération peut être dangereuse. C'était un véritable défi qui nous taraudait jour et nuit, 7 jours sur 7. Comment empêcher que l'eau n'infiltre la structure? Comment éviter que la mer ne pénètre dans les fondations et nous inonde? L'eau exerce une énorme pression qui la fait pénétrer dans le sable et risque d'inonder l'île artificielle d'en dessous. Pour empêcher toute infiltration, McNicholas injecte du ciment liquide dans le sable pour rendre son mur d'acier étanche. Mais à mesure qu'on retire le sable pour former le sous-sol, il y a moins de poids pour contenir la force de la mer. C'est un test pour le caisson étanche. Dans le pire des cas, la pression de l'eau aurait pu faire sauter tout le bas de la fosse, comme un bouchon de champagne. Si McNicholas s'est trompé dans ses calculs, l'excavation pourrait être inondée, ce qui tuerait des centaines d'ouvriers. Mais il s'en tient à son plan. Une fois le caisson installé, les pelleteuses commencent à retirer le sable. En homme responsable, McNicholas ne va pas laisser les ouvriers prendre le risque seuls. Je me disais que je devais être l'un des premiers à descendre au fond de la fosse. J'ai regardé vers le haut, à 10 mètres au-dessus de moi, en pensant que chaque côté du caisson devait résister à la forte pression de la mer. Au cours du test, le mur d'acier résiste à l'eau. L'un des moments les plus forts de ma carrière, c'est quand je me suis trouvé au fond de l'excavation et que j'ai vu que le mur d'acier contenait la mer. Mon plan fonctionnait. Novembre 1995. L'île artificielle qui doit abriter l'hôtel le plus haut du monde est terminée. On passe maintenant à la phase 3 de ce projet hors du commun, les fondations.
Le support d'un gratte-ciel est important, mais la situation du Burj Al Arab présente un défi supplémentaire. On n'avait jamais encore construit un bâtiment pareil sur de la terre rapportée. Il s'agissait de bâtir une tour de plus de 300 mètres de haut sur une île artificielle, dans le golfe Persique. Le problème se corse après les résultats des premiers tests. On a creusé dans le sol marin afin de trouver une base solide. Mais même à 180 mètres de profondeur, il n'y a pas de roche dure. Cela va rendre la tâche plus difficile pour les architectes. Mais ils ne se découragent pas. N'importe qui penserait que nous sommes fous de construire un bâtiment pareil sur le sable, en pleine mer. Comment une tour de 321 mètres peut-elle résister aux tremblements de terre et à des vents soufflant à 150 km/h si ses fondations ne reposent que sur du sable? Sur une île artificielle à 270 mètres de la côte de Dubaï, les ouvriers construisent la base de l'hôtel le plus haut du monde, le Burj Al Arab. Mais sous le site, il n'y a pas de roche solide pour supporter les fondations d'un gratte-ciel. Les architectes ont un plan: installer des piliers en acier et en béton renforcé dans le sable. Comment vont-ils empêcher la structure de s'effondrer? Ils misent sur ce que l'on appelle le frottement superficiel. Il s'agit de la résistance qui empêche deux surfaces rugueuses de glisser l'une sur l'autre. Le frottement superficiel est le contact entre le sable et la surface. Plus un pilier est long, plus il est enfoncé dans le sol et plus l'effet est important. Je vais vous le montrer en donnant de grands coups. Vous voyez que le pilier s'enfonce très vite dès les premiers coups. Maintenant, il résiste un peu, alors que je ne frappe ni plus fort ni moins fort qu'avant. C'est l'effet du frottement superficiel. Une fois que le frottement entre le pilier et le sable équivaut à la charge du marteau, le pilier se stabilise. Mais le Burj ne sera fixé au sol que si le sable est suffisamment condensé pour créer une résistance autour des piliers du bâtiment. Les foreurs placent des échantillons de sable dans des conteneurs hermétiques et les envoient pour qu'ils soient analysés. Si les résultats montrent que le sable est trop mou, les piliers qui supportent l'édifice pourraient s'écrouler. La situation géologique de Dubaï a de quoi inquiéter. L'émirat repose sur un énorme plan de faille. La tour élancée pourrait donc céder au tremblement de terre. En juin 1964, un séisme d'une magnitude de 7,5 frappe Niigata au nord du Japon. Comme la ville est bâtie sur de la vase sableuse, les secousses détruisent des immeubles entiers. Ce n'est pas un tremblement de terre comme les autres, mais un phénomène dévastateur, baptisé liquéfaction. Les grains de sable tremblent, remplissent toutes les poches d'air et se condensent. Le sol n'est plus solide et il réagit comme un liquide. Sur ce sable mouvant, n'importe quel bâtiment peut s'écrouler. Les résultats des tests de forage sont positifs. Sous le sol, on trouve un sable compact et calcifié. Il n'y a pas de risque de liquéfaction. Mais les fondations seront-elles assez longues pour que le frottement superficiel les maintienne? Nous ne voulions prendre aucun risque, donc nous avons rallongé les piliers de 8 mètres. CRISP crée des fondations 20% plus longues que prévu initialement. Ces 250 piliers de béton ont une longueur totale de plus de 10 km, soit 35 fois plus que l'hôtel qu'ils supporteront. Les ingénieurs résolvent un à un les problèmes que pose la réalisation de cette structure hors du commun. Mais en 1996, ils font face à de nouveaux obstacles en attaquant la phase 4.
la construction de l'hôtel proprement dit. Le bâtiment devait relever les pires défis que le golfe peut présenter. L'hôtel est constitué de minces murs de béton, incapables de résister seuls aux éléments. Pour tenir face aux vents forts et aux tremblements de terre, l'architecte trouve une solution visuellement surprenante. Une gigantesque structure d'acier à l'extérieur du bâtiment principal, appelée exosquelette. Une série de grandes poutres diagonales relie deux énormes arcs métalliques au dos du bâtiment. Wright a conçu un édifice unique en son genre. Mais les poutres géantes vont donner du fil à retordre à Anthony McCarter, l'ingénieur qui doit les installer. Ces poutres m'ont valu 4 mois de migraine, d'insomnie, d'inquiétude et d'angoisse. Elles doivent être extrêmement solides pour maintenir l'exosquelette. Mais l'esthétique est aussi importante. Il était essentiel que ces poutres diagonales soient très élégantes et très belles, comme elles sont apparentes. Ce bâtiment doit séduire le monde et faire de Dubaï une destination incontournable. Wright refuse tout compromis. J'allais voir Tom avec une proposition différente à chaque fois. Je me souviens qu'une fois, j'avais 7 propositions. Et il m'a dit non, 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 ça ne va pas, ça ne va pas. McCarter trouve enfin une forme viable sur le plan technique et assez élégante pour convenir à Wright. Mais maintenant, c'est un cauchemar pour Malcolm Murphy, l'entrepreneur. C'est bien beau de faire de jolis dessins, mais nous, on doit construire. Il trouve une usine située à 15 km du chantier et en mesure de souder les énormes poutres. Chacune d'elles est plus longue qu'un Airbus A380 et plus lourde que 20 bus réunis. Souder ces formes complexes à l'usine est facile. Les transporter jusqu'au chantier, les moins. Chaque poutre pèse en effet 165 tonnes et mesure 85 mètres de long. Il y avait d'énormes défis à relever. Personne n'a jamais rien transporté de cette taille à Dubaï. Mais Murphy ne baisse pas les bras. Il fait appel à l'un des plus gros véhicules de transport au monde, un monstre à 80 roues. Il effectue le trajet jusqu'au chantier à une vitesse de 6 km/h. La police doit fermer les routes et retirer les feux de signalisation pour permettre au convoi de passer. Une fois arrivés sur place, les entrepreneurs se heurtent à un nouvel obstacle, soulever les poutres de 165 tonnes. L'architecte a refusé catégoriquement que nous installions les poutres en 3 blocs, comme nous l'avions prévu au départ. Il a dit « Non, non, l'esthétique, je ne vous permets pas de faire des soudures ici ». Murphy doit trouver le moyen de soulever les poutres d'un seul bloc à 200 mètres du sol, soit à la hauteur de la tour Montparnasse. Nous devions trouver une idée pour soulever ces monstres. Nous avions 3 énormes grues, mais elles n'étaient pas assez grosses pour soulever les poutres diagonales. Murphy doit chercher la solution ailleurs. Il fait venir un appareil de levage spécial de Singapour. À 15 mètres du bâtiment, son équipe installe des treuils en porte-à-faux comme ceux utilisés sur les plateformes pétrolières. Des câbles pouvant supporter une charge de 225 tonnes sont attachés aux extrémités des poutres. Je peux vous dire que nous étions très nerveux le matin où nous avons soulevé la première poutre. Imaginez 30 à 40 hommes qui n'en dorment plus de la nuit la semaine avant le jour J. Les 2 treuils massifs supportent la charge, puis soulèvent péniblement la poutre diagonale le long du bâtiment. Tout se déroule comme prévu. Murphy et son équipe ont résolu le problème, mais les poutres leur réservent encore une mauvaise surprise. Elles doivent être placées avec une précision chirurgicale. Or, à Dubaï, la température peut varier de 14 degrés en une journée, ce qui risque de dilater ou de contracter les pièces d'acier. C'est ce que l'on appelle l'expansion thermique.
C'est un véritable cauchemar de travailler par 50 degrés dans le désert. L'acier se dilate sous la chaleur et se contracte quand il fait froid. Bon, allez-y. On va chauffer l'acier pour vous montrer à quelle température on travaillait dans le désert. Sous la chaleur, les molécules d'acier se modifient plus vite. Ainsi, ce tube de 15 mètres s'allonge et la différence est visible. Qu'est-ce que je vous disais? L'acier se dilate sous la chaleur. Les poutres diagonales du Burj Al Arab pourraient se dilater ou se contracter de 5 cm en 24 heures. Elles ne pourront pas atteindre leur emplacement exact sans une solution ingénieuse. Les ingénieurs, les fabricants de structures et d'acier, les architectes, enfin, tout le monde y a réfléchi. Et c'est un architecte qui a trouvé la solution. La fixation contient un gros joint percé d'un trou en son centre. Celui-ci pivote jusqu'à ce qu'il s'aligne sur le trou de la poutre diagonale. Puis, on place une tige métallique d'environ 30 cm de diamètre dans les deux trous pour les maintenir. Ce dispositif astucieux laisse un jeu de 5 cm nécessaire à l'installation. À présent, la poutre est parfaitement fixée. Quand on a inséré la tige, on aurait dit un bouchon de champagne qui explose. C'était incroyable. Mais les hommes n'ont pas le temps de faire la fête. Les premiers invités de marque sont attendus pour le passage à l'an 2000. Cela laisse moins de 36 mois pour achever le projet. Pour le cheikh Mohammed, il fallait livrer le Burj Al Arab hier. Janvier 1997. Un colosse émerge du golfe Persique. Le Burj Al Arab est conçu pour être l'hôtel le plus haut du monde, le summum du luxe et l'emblème de Dubaï. L'architecte Tom Wright veut créer un édifice somptueux. Les poutres métalliques de l'exosquelette qui le supporteront doivent être le plus discrètes possible. La vue des suites à plusieurs milliers d'euros la nuit doit être à la hauteur du prix. Quand vous êtes dans une suite et que vous regardez par la fenêtre, les poutres sont juste devant vous, donc elles doivent être jolies à regarder et bien agencées. Mais cela crée un dilemme. Si l'exosquelette est trop léger, la puissance du vent à 300 mètres au-dessus du golfe pourrait détruire le bâtiment. S'il est trop volumineux, la ligne élégante de l'édifice en forme de voilier sera brisée. Une fois encore, Wright et les ingénieurs qui doivent assurer la sécurité de l'hôtel ont un défi à relever. Quand on conçoit un édifice aussi haut que la Tour Eiffel, et qu'on n'a encore jamais rien fait de tel, on veut être sûr de ne pas se tromper. Cette structure est insolite. Et pour la première fois dans l'histoire de Dubaï, les ingénieurs décident d'effectuer des tests dans une soufflerie. L'ingénieur Volker Budgereit sait que le Burj Al Arab est unique en son genre. Avant ce projet, la plupart des bâtiments dans le Golfe étaient de forme plutôt conventionnelle, carrée ou rectangulaire. Donc, il était tout à fait inhabituel d'effectuer un test dans une soufflerie pour un bâtiment. Mais c'est essentiel pour cette structure exceptionnelle. La soufflerie reproduit les effets du vent sur cette maquette réduite au 50e. Ce bâtiment est soumis à de très fortes pressions, 2 fois plus importantes que dans une ville d'Europe occidentale. Nous avons mesuré notamment la pression correspondant au poids d'une voiture en suspension. Les résultats du test indiquent que tout l'exosquelette est menacé. Quand nous avons vu le plan, nous avons tout de suite pensé aux vibrations en raison du vortex. Le vortex, une sorte de tourbillon, est le cauchemar des ingénieurs. Certains vents qui soufflent sur les bords aiguisés d'une structure métallique peuvent créer de véritables petites tornades. Cela provoque de dangereuses vibrations qui peuvent détruire un bâtiment.
C'est précisément ce qui est arrivé à ces refroidisseurs massifs à Ferrybridge, en Nouvelle-Angleterre en 1965. Les ingénieurs doivent trouver un moyen de protéger le Burj Al Arab. La solution la plus simple est de changer la forme aérodynamique. Mais l'architecte ne veut pas en entendre parler. L'intérêt de l'exosquelette, c'est qu'en le regardant, on comprend que c'est l'essence même du bâtiment. Si on l'enlève, le bâtiment devient banal. Avec l'exosquelette, on sait qu'on a un chef-d'œuvre. Les ingénieurs doivent réfléchir à nouveau. On s'est rendu compte qu'il fallait trouver une astuce qui ne soit pas visible, mais qui réduise les vibrations. Ils ont recours à des poids en suspension appelés amortisseurs de masse. Ceux-ci sont installés au point sensible de l'exosquelette. Lorsque le vent souffle et que le vortex crée de dangereuses vibrations, le poids de 5 tonnes se balance à la place du bâtiment et atténue les vibrations jusqu'à ce que ce dernier soit hors de danger. 11 de ces systèmes sont fixés en haut du mât de 60 mètres et parcourent chacun des arcs métalliques. Ces amortisseurs écartent le risque de vibration. Juin 1997. Dubaï se présente comme la destination touristique haut de gamme. Ce vieil hôtel mord la poussière quand le Burj Al Arab, le symbole du nouveau Dubaï, prend sa forme finale. 30 mois seulement avant l'échéance, les ingénieurs s'attaquent au plus grand défi de leur carrière. Le cheikh Mohammed veut une architecture spectaculaire. Ainsi, on crée un restaurant qui semble être suspendu dans le ciel. J'aime l'idée que le visiteur soit assis dans l'espace et qu'il contemple la vue sur le golfe Persique et sur Dubaï en ayant le sentiment de flotter dans les nuages. L'idée d'être suspendu dans l'espace donne l'impression de vivre une expérience unique. Le restaurant panoramique Al Muntaha se dressera à 200 mètres au-dessus de la mer et se profilera dans le vide à près de 27 mètres du cœur du bâtiment. Une fois encore, Wright lance un défi de taille à l'ingénieur Anthony McCarter. Pourra-t-il sécuriser cette structure originale en forme d'aile sans support apparent ? Quand Tom m'en a parlé pour la première fois, je dois bien dire que je l'ai pris pour un fou. Ce restaurant a la taille d'un immeuble et Tom a décidé de le placer hors du centre de gravité de la structure de support. Donc il risquait de tanguer et les ingénieurs devaient trouver le moyen de le stabiliser. Si les ingénieurs se trompent dans leurs calculs, c'est tout l'édifice qui pourrait s'écrouler. McCarter trouve une solution au problème de gravité qui élève le génie civil vers de nouveaux sommets. Au dos du bâtiment, il installe une série de fixations métalliques qui soutiennent 10 énormes poutres d'acier mesurant jusqu'à 1,60 m de haut. Ces poutres forment la base du sol en acier. L'extérieur de la structure en forme d'aile peut être installé. Puis, le restaurant est enveloppé de verre et d'aluminium. Cette structure qui défie la gravité résistera à des vents soufflant à 160 km/h. C'est une prouesse technique. Mais les ingénieurs en sont à la 4e année d'un projet qui en compte 6. Personne ne peut se permettre de lever le pied. Ce chantier était intense et difficile. On travaillait 24 heures sur 24. Tous les jours, on avait une réunion à 6 heures du matin. On vit, on dort, on respire pour le chantier. Le défi, c'était de savoir si on allait pouvoir réaliser le projet initial. Le Burj Al Arab doit être inauguré le 31 décembre 1999, c'est-à-dire dans 2 ans. Les médias du monde entier veulent voir si l'hôtel sera le chef-d'œuvre promis par le cheikh
et si les travaux seront terminés à temps. Pour tenir les délais, il faut attaquer la décoration intérieure bien avant d'avoir fini l'extérieur. Sous un climat tempéré, ce ne serait pas un problème. Mais à Dubaï, l'humidité atteint 100% et le thermomètre peut grimper jusqu'à 49 degrés. Ces conditions ne permettent pas d'utiliser des matériaux délicats tels que feuilles d'or, soie ou bois sculpté. Si nous avions utilisé des matériaux susceptibles de moisir, à l'heure qu'il est, ils seraient détruits. Pour terminer dans les temps, les entrepreneurs doivent climatiser l'énorme complexe et diminuer la température. La première étape consiste à enclore le bâtiment en installant le mur final, la fameuse voile conçue par Wright. Mais ça ne va pas être facile. Au début, quand nous avons proposé l'idée d'une voile en tissu, il y a eu beaucoup de scepticisme. Les gens pensaient que c'était infaisable. On étend des sections de fibres de verre tissées entre les énormes poutres horizontales. La surface est recouverte de téflon pour résister à la poussière et au sable. Le résultat est un exploit supplémentaire pour le Burj. Il s'agit du plus grand mur de tissu au monde. Les propriétés réflexives de la voile blanche aideront à diminuer la température. Mais les entrepreneurs doivent encore trouver une solution pour faire entrer les camions sans apporter la chaleur du désert. Ils décident d'installer un énorme sas. Les camions entrent et s'arrêtent quand la porte se referme derrière eux. Une deuxième série de portes s'ouvre ensuite et les véhicules sortent du bâtiment. Le sas et le mur de voile parachèvent l'extérieur de l'édifice, mais il est très difficile d'abaisser la température dans un espace de cette taille. Cette structure possède le plus grand atrium au monde, qui s'élève à 180 mètres. Tout cet air chaud peut contenir bien plus de vapeur d'eau que l'air froid. Si on refroidit trop vite cet espace humide, on créera une condensation incontrôlable. Un nuage de pluie aurait pu se former en haut de l'atrium et provoquer des dégâts importants à l'intérieur. Il n'existe qu'un moyen d'éviter les nuages de pluie, mais cela prend du temps. Les entrepreneurs mettent en marche l'énorme système de refroidissement et diminuent la température intérieure de moins d'1 degré par jour. Vu les délais, c'est terriblement lent. Nous avons commencé à refroidir le bâtiment en juin 1998. En décembre de la même année, nous avions atteint la bonne température. On peut enfin attaquer la décoration intérieure. Mais il faut du temps pour trouver un décorateur qui puisse créer des intérieurs dignes du cheikh. Quan Chu, qui a déjà travaillé pour le sultan de Brunei, sait satisfaire les exigences d'un haut dignitaire. C'est une excellente nouvelle qu'elle accepte de décorer l'hôtel le plus luxueux de la planète avec ses 202 suites somptueuses et son atrium de 180 mètres. Mais de la conception à la réalisation, elle n'a que 24 mois pour mener ses travaux à bien avant le passage à l'an 2000. J'avais un calendrier très serré. Donc les 50 décorateurs du cabinet ont tous abandonné les projets sur lesquels ils travaillaient pour se consacrer au Burj Al Arab. Non seulement elle a un emploi du temps serré, mais le cheikh Mohammed lui demande d'éblouir le monde entier. En gros, on nous demandait de créer quelque chose qui ne s'était encore jamais fait et qui ne se ferait jamais plus. Quan Chu et son équipe remuent ciel et terre pour créer un intérieur qui convienne au cheikh. Mais alors qu'ils se démènent pour tenir les délais, un problème encore plus grave survient. Le cheikh veut offrir à ses clients tous les gadgets électroniques possibles et imaginables dans leur suite. Ces nouveaux équipements pourraient avoir de graves conséquences. Un membre de l'équipe se retrouve en première ligne. L'ingénieur électricien Bob Roos fait face au plus grand défi de sa carrière. C'était un changement radical dans la décoration intérieure.
Et du jour au lendemain, il fallait augmenter de 50% la puissance électrique du bâtiment. Avec les nouveaux projets du cheikh, chaque suite de l'hôtel nécessite 14 kW. C'est 8 fois la puissance d'une maison moyenne en Europe. Avec 202 suites, cela correspond aux besoins en électricité d'une ville de plus de 6000 habitants. L'hôtel sera équipé de rideaux électriques, de 52 000 lampes, la plupart avec des variateurs, et de plus de 5000 km de câbles. Tous ces équipements électroniques peuvent brouiller les ondes du courant électrique et créer un problème de distorsion harmonique, c'est-à-dire faire fondre le gainage des câbles et déclencher un incendie. C'était une situation tout à fait inacceptable. Il fallait trouver une solution. À Las Vegas, on sait bien qu'un incendie d'hôtel peut être mortel. Novembre 1980, au MGM Grand Hotel, 2 câbles électriques se court-circuitent et provoquent un incendie dévastateur. 87 personnes périssent dans cette véritable tour infernale et plus de 700 sont blessés. C'est l'un des pires incendies d'hôtel de l'histoire, tout cela à cause d'une simple faille électrique. Roos doit trouver une solution, et vite. Évidemment, l'hôtel était en construction. Les délais étaient serrés et ça a été un énorme changement. Sa réponse révolutionne le génie électrique. Il conçoit un système de filtre harmonique. D'abord, il détecte la distorsion électrique. Ensuite, il envoie un courant qui en est le reflet pour l'annuler. C'est ce qu'on appelle l'antiphase. Et cela fonctionne comme des écouteurs qui éliminent le bruit. Roos installe ses filtres aux étages clés et là où l'électricité pénètre dans le bâtiment. Personne n'a jamais tenté d'installer un système à cette échelle. C'était le plus grand système de filtres installé dans un bâtiment de ce genre. Une solution haut de gamme pour un établissement haut de gamme. Les hommes qui ont construit le Burj Al Arab peuvent se vanter d'avoir accompli une série d'exploits. Ils ont créé la première île artificielle au large de Dubaï et construit le plus grand atrium au monde, cerné par le plus grand mur de toile jamais réalisé. Une fois le mât installé, cette tour est plus élevée que tout autre hôtel de la planète, du moins jusqu'ici. Après 5 ans de travaux, l'équipe entame une étape importante. L'extérieur est presque achevé, mais la décoration intérieure de l'hôtel le plus luxueux du monde a pris du retard. Cette étape a toujours été une course contre la montre, et le cheikh Mohammed va donner du fil à retordre aux décorateurs. Dubaï, avril 1999. L'hôtel le plus grand et le plus opulent au monde est presque terminé. Tout le monde se hâte de finir les travaux pour la fête du millénaire. L'architecte d'intérieur Quan Shu met les bouchées doubles. J'ai annulé Noël, Pâques et les jours fériés. J'ai travaillé 50 à 60 heures par semaine. Le cheikh lui a demandé de provoquer, d'innover, d'éblouir les clients en créant un palais arabe moderne. Elle lui offre plus de 24 000 mètres carrés de marbre en provenance d'Italie et du Brésil, soit l'équivalent de 3 terrains de football. Les quelques 8 000 mètres carrés de feuilles d'or de 22 carats donnent l'impression de luxe escompté. Elle complète l'ensemble par des chandeliers de cristal, de l'argent et du velours. Mais pour le plus grand atrium au monde, Quan Shu prend une décision radicale. Elle opte pour le minimalisme et laisse l'architecture complexe parler d'elle-même en peignant tout en blanc. Elle a quasiment rattrapé son retard.
Puis, c'est l'instant de vérité. Le cheikh Mohammed vient examiner et juger son travail. Il est ravi du style ornemental des suites. Mais les bonnes nouvelles s'arrêtent là. J'ai été convoquée et on m'a demandé quand j'aurais fini l'atrium. J'ai dit que c'était déjà fini. Et malheureusement, on m'a répondu « Non, où est la couleur ?» Le cheikh rejette complètement le style blanc de l'atrium. C'est trop terne. Pas assez excitant, pas assez brillant, pas assez coloré, pas assez riche. Quan Chu doit revoir entièrement la décoration du plus grand atrium au monde en seulement 6 mois. Je vivais et je dormais au Burj Al Arab. Je courais d'une pièce à l'autre. C'est sa dernière chance et elle veut impressionner. Elle crée un jeu de lumière pour animer le plus grand mur de toile au monde. Des fontaines ornent le hall. De grands aquariums accueillent les visiteurs quand ils empruntent les escaliers roulants. Et elle transforme la vue de l'atrium en une explosion de couleurs vives. Cela conviendra-t-il au cheikh Mohammed? Tout le monde est sur des charbons ardents. On avait des montées d'adrénaline. On a passé des nuits blanches avant l'inauguration. La réponse du cheikh est un oui définitif. Il est ravi et approuve le projet. Le cheikh Mohammed pense que maintenant c'est un hôtel 6 ou 7 étoiles et que son rêve est devenu réalité. Les portes s'ouvrent au premier client en décembre 1999, un mois avant le nouveau millénaire. Le cheikh Mohammed vient admirer le dernier coucher du soleil du siècle depuis son superbe nouvel hôtel. L'architecte Tom Wright et son équipe ont rempli leur mission. Chaque partie de cette structure est extraordinaire. Au restaurant du rez-de-chaussée, une équipe de plongeurs s'occupe de 700 poissons exotiques dans un aquarium de 280 mètres cubes. Cela permet aux clients d'observer de près les requins en mangeant. En haut de l'hôtel, le restaurant construit en porte-à-faux, véritable prouesse architecturale, donne l'impression de dîner dans le ciel, comme le souhaitait Tom Wright. Une combinaison spectaculaire de feu et d'eau accueille le visiteur à l'entrée du bâtiment. Séjourner dans cet établissement coûte cher. Les suites se menaient jusqu'à 25 000 € la nuit. Les clients les plus fortunés disposent d'un héliport qui pèse 330 tonnes et culmine à plus de 200 mètres au-dessus de la mer. Et quand il n'est pas utilisé comme court de tennis par Roger Federer ou André Agassi, il permet de faire une entrée remarquée à l'hôtel le plus chic au monde. Le Burj Al Arab est un projet unique dans une vie. Aucun autre projet ne fera jamais le poids. La création de la première île artificielle de Dubaï a eu des retombées importantes. Elle a ouvert la voie à une série de projets tous plus ambitieux les uns que les autres. De Palm Island qui s'est vendu en 3 jours, à l'archipel The World. Le plus grand hôtel de la planète a jeté les bases d'un avenir prospère quand les réserves de pétrole seront épuisées. Et il est devenu l'emblème international de Dubaï. Depuis le début, nous savions que nous avions la possibilité de créer quelque chose d'éblouissant. Et avec ce projet, nous y sommes parvenus. Le cheikh Mohammed a joué gros et il a gagné.